La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Ali Kamboya. Je découvre donc un document de 10 pages de la MONUSCO qui dit que non, M. Laurent Nkunda était sergent dans l'armée rwandaise et il est nommé général dans l'armée congolaise. Est-ce que vous trouvez ça normal? Monseigneur Muziriwa a été assassiné par les Rwandais. Monseigneur Muziriwa, c'est un héros. Monseigneur Muziriwa, 25 ans après, un sacrifice pour rien. C'est Ezali Kamboya. Ezali Kamboya. Ingeta. Ingeta. Ok. Monsieur le secrétaire général est bienvenu. Merci. Bienvenue et merci pour tous les soutiens à la cause de la RDC. Et avec l'autorisation du comité de gestion, la jeunesse estudiantine en général et de l'ISPT en particulier est fatiguée de voir la population de l'Est être réduite à son triste sort. Fatiguée de prouver des sentiments d'équipabilité et pourtant la jeunesse est une force. Voir des scènes atroces et inhumaines mais sans rien faire, comme si on était au cinéma. Nous utilisons plusieurs types de larmes pour pleurer, plusieurs types de mots pour réconforter, mais peut-être qu'il faudrait passer à l'action pour gagner. Chères autorités, la lutte contre la balkanisation, c'est soutenir les actions menées par M. Charles Ouattara, que je remercie. La lutte contre la balkanisation implique également de laisser la jeunesse estudiantine agir pour leur patrie, tout en leur fournissant des moyens nécessaires, intensifier la formation dans tous les domaines nécessaires pour une nation forte et indépendante. La lutte contre la balkanisation, c'est soutenir à tous les niveaux les programmes des réservistes initiés par son Excellence M. Moïndo Zangui, ministre de l'ESI, rendu possible grâce à l'implication du professeur Kabasele Yenga BG de l'ISPT. La lutte contre cette balkanisation à l'Est, c'est de passer également à la reconnaissance de la contribution de la jeunesse estudiantine à la défense nationale. Les compétences et connaissances acquises dans nos universités doivent nous servir de protéger cette nation. On entend souvent dire que la jeunesse est l'avenir, c'est le demain d'un pays. Alors, faisons une pause et interrogeons notre témoin qui est la jeunesse. Comprenez que la question de l'Est révolte l'esprit, provoque des larmes, même si les miennes ne sont pas visibles, mais elles coulent à l'intérieur. Nous sommes tous unanimes pour dire non à la balkanisation et optons pour un Congo uni, fort, prospère et libre. Le Congo restera un et indivisible. Je déclare que le Congo restera un et indivisible, que la paix, la liberté pour lequel nous nous battons de mers à nous et que le patriotisme nous remplisse. Et encore une fois, de plus, bienvenue à l'Institut supérieur pédagogique technique, que ces échanges nous allient à ces combats pour la paix. Je vous remercie. Charles a fait beaucoup de choses, il a écrit beaucoup, il n'était pas encore arrivé au Congo. Il est venu ici pour vous parler. Parce que généralement, quand on vous parle, il y a les ennemis du peuple, les ennemis du Congo, qui viennent nous embrouiller avec de fausses thèses, avec de fausses informations. Tout ça pour que vous n'ayez pas de repères. Nous, nous travaillons pour que vous ayez des repères. Vous devez refuser toute domination de l'extérieur. Ce pays, c'est une puissance. Nous sommes 120 millions d'habitants. On tue à l'Est, ça fait 15 millions de morts. On n'en parle pas. Mais il faut dire aussi que Charles s'inscrit dans une tradition de auteurs, je peux dire, universalistes.
panafricaniste universaliste. Parce que avant que Charles écrive, il y avait un auteur américain, Adam Hochschild, l'avait publié l'Holocauste oublié, les fantômes de Léopold II. Ce livre, c'était pour rappeler les génocides qui étaient commis ici, que l'Occident a essayé un peu de cacher. Charles fait la même chose. Hier, c'était à cause du caoutchouc. Aujourd'hui, c'est à cause du coltan. Charles fait la même chose pour réveiller le monde entier. Il y a un génocide au Congo. Le pape François était à Kinshasa. Il a parlé d'un génocide oublié. Quand le pape, qui est, je dirais un peu l'homme le plus puissant, sur le plan spirituel du monde, quand il vous dit qu'il y a un génocide au Congo, il faut prendre conscience. Mais, ce qui est frappant, c'est de voir qu'à l'extérieur, les Congolais marchent, protestent. À Kinshasa, les gens dorment. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui nous arrive? Vous pensez que d'autres personnes viendront nous sauver? Non. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de respect pour le DG. C'est un patriote, compatriote, panafricain. On se connaît bien. Nous sommes battus pour que ces pays soient libres, indépendants. Et nous avons une chance aujourd'hui exceptionnelle d'avoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'État. Fachi Benton, comme vous l'appelez. Fachi Benton voudrait que ce pays devienne libre et indépendant. Que tout Congolais mange correctement. Ce n'est pas normal que les étrangers s'enrichissent et nos parents sont pauvres, nos enfants n'étudient pas correctement. Donc, vous devez vous battre pour que ce pays devienne libre et indépendant. Vous devez vous battre pour l'avenir de ce pays, qu'on devienne une puissance. Vous devez cultiver en vous la volonté de puissance et les ambitions de grandeur. Voilà comment le Congo peut devenir une puissance en Afrique, au cœur de l'Afrique, pour permettre à toute l'Afrique de se développer. Oyo ezali kamboya, Oyo ezali kamboya, la patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Je vous remercie. Et je m'excuse un peu, viens mon cher ami. Je préfère donner quelques livres, parce que quand on fait le combat, il faut avoir l'information. Donc je remets au président des étudiants 2 livres. D'abord les livres de Charles Onana, pour qu'ils lisent, qu'ils comprennent les véritables enjeux. Quittons l'oralité. Prenez le temps de lire. Il faut lire davantage, il faut passer beaucoup de temps dans les bibliothèques. Je vous remets, le 2e livre, c'est de Monseigneur Sébastien Joseph Mayengo Moulombe. Monseigneur Sébastien est évêque d'Ovira. Il est venu ici, on a fait une messe à Sacré-Cœur en honneur de Monseigneur Muziriwa, qui a été assassiné par les Rwandais, par les pères. Monseigneur Muziriwa, il était archevêque de Bukavu. C'est un héros. Et je donne ce livre intitulé « Au pays des crimes et des martyrs ». Monseigneur Muziriwa, 25 ans après, un sacrifice pour rien. Donc, ici, vous avez l'esprit Muziriwa. Je pense que notre ami pourra les lire et faire des résumés pour que vous construisiez un esprit de résistance. Maintenant, je dis Mbote. Alors, comme je vois que vous êtes très chaud, Ezali Kamboya, Ezali Kamboya, Ezali Kamboya.
voudrais vraiment vous remercier et vous féliciter à travers le propos de votre représentant, M. Mouneza Lévis-Mathieu, qui a en quelque sorte planté le décor, à qui je prête finalement l'introduction de mon intervention. Je le cite parce que j'ai trouvé son texte puissant, concret, pertinent et juste. Dans l'un des paragraphes de son texte, de tout à l'heure, j'ai retenu deux choses qui constituent en quelque sorte l'introduction à mon intervention, mais qui constituent aussi le message essentiel que je voudrais vous livrer. Il dit: la lutte contre la balkanisation implique également de laisser la jeunesse estudiantine agir pour leur patrie, tout en leur fournissant les moyens nécessaires, d'intensifier la formation dans tous les domaines nécessaires pour une nation forte et indépendante. Et il dit, dans un second paragraphe, la lutte contre cette balkanisation à l'Est passe également par la reconnaissance de la contribution de la jeunesse estudiantine à la défense nationale. C'est donc votre responsabilité aujourd'hui que de lutter pour la défense de la souveraineté du pays, pour reprendre l'autorité sur votre pays face à des prédateurs qui ont décidé de dépecer le Congo et d'expulser les Congolais de chez eux. Pour cette raison-là, en attendant que les hommes politiques réagissent ou agissent, vous avez, vous, le devoir de leur dire que vous n'acceptez pas que le Congo pour lequel vos ancêtres se sont battus, le Congo pour lequel beaucoup de vos parents sont morts, le Congo qui est en train d'assassiner les enfants congolais aujourd'hui à l'Est, ce n'est pas ce Congolais-là que vous voulez pour votre avenir et pour votre présent aujourd'hui. Et que le Congo dont vous avez besoin, c'est justement, comme le dit Lévis-Mathieu, c'est un Congo fort et indépendant. Et pour cela, rien d'autre que de vous battre pour que le pays soit le vôtre, que ce soit vos parents qui gouvernaient ici, que ce soit vos parents qui assument les responsabilités de ce pays, et que ce soit vos parents et vous qui défendiez ce pays. Alors, beaucoup d'entre vous doivent se poser la question de savoir, mais comment il a pu s'engager pour défendre le Congo de cette façon? Alors, beaucoup de gens ont pensé que défendre le Congo, ça permet de gagner beaucoup d'argent. Je peux vous assurer que ce n'est pas du tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il faut parler du génocide du Rwanda. Ça vous fait rentrer dans des avions, des jets privés, ça vous met sur tous les plateaux de télévision. Mais quand vous dites que vous défendez, vous luttez contre l'Holocauste au Congo et contre la balkanisation, eh bien on ne vous reçoit nulle part, toutes les portes se ferment et vous devenez un ennemi, ce que beaucoup ont considéré que j'étais devenu. Alors, ce qui permet aujourd'hui que vous puissiez me voir en face de vous, c'est tout simplement quelqu'un qui a été évoqué lorsque Freddy Moulumba remettait des livres tout à l'heure. C'est l'ancien archevêque de Bukavu, Monseigneur Muziroa. C'est un intellectuel, un prêtre jésuite qui avait été à Kinshasa longtemps, avant de devenir archevêque de Bukavu, qui a lutté beaucoup lorsque, en 1996, les Rwandais commençaient à s'organiser avec certains
esclaves congolais. Quand je dis les esclaves congolais, c'est-à-dire ceux qui avaient décidé de se soumettre à eux contre le Congo. Et ces gens-là, lorsqu'ils sont entrés au Congo en 1996, la première personne qu'ils ont assassinée, c'était Monseigneur Muzirois. Pourquoi? Parce que Monseigneur Muzirois savait que le pays allait être attaqué. Il a donc écrit au président Carter, l'ancien président des États-Unis. Il a écrit à l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa. Il a écrit aux nonces apostoliques à Bruxelles. Il a écrit à de très hautes personnalités du monde pour leur dire qu'ils ne pourraient pas comprendre pourquoi ces gens ou ces pays encourageaient l'invasion du Congo, l'occupation du Congo et surtout les massacres de masse qui avaient eu lieu au Rwanda, qui risquaient de se retrouver sur le territoire congolais. Et il a surtout souligné que ce qui était extrêmement grave, c'est que si on laissait l'armée patriotique rwandaise dirigée par Paul Kagame attaquer le Congo, la sous-région et le Congo allaient être à feu et à sang pendant longtemps. Ils ont assassiné Monseigneur Muzirois en 1996. Vous voyez effectivement que presque 20 ans après, le Congo est à feu et à sang dans sa partie orientale. C'est donc ce martyr et ce héros national qui m'a beaucoup inspiré. Et j'ai pensé que s'il était mort pour son pays, sans être entendu ni par les Congolais, ni par la communauté internationale, il était utile que nous puissions continuer à faire entendre la voix des victimes du Congo et à faire à ce que la communauté internationale, ou ceux qu'on désigne sous ce vocable, entendent effectivement les pleurs, la souffrance et la douleur du peuple congolais. Et lorsque j'ai commencé ce combat, eh bien, évidemment, je suis devenu une personne à abattre. Et je tiens ici à souligner que si vous avez pu avoir le livre que vous avez entre les mains aujourd'hui, c'est grâce à mon éditeur, M. Damien, qui est là, qui, écœuré par ce qu'il avait lu, par ce qu'il avait découvert sur la tragédie du peuple congolais, a décidé de me soutenir et de faire tout pour que le livre que vous voyez Holocauste au Congo soit désormais disponible pour tous les Congolais. Et je vous demande vraiment de la parole. Alors, je vais être très bref pour que je vais aller à l'essentiel pour que nous puissions échanger. Alors, il faut savoir que vous avez certainement lu ou entendu que la guerre du Congo a commencé en 1997 avec la chute du maréchal Mobutu. Je sais que dans la salle en 1997, il y avait parmi vous des jeunes qui étaient très petits encore. Et vous n'avez donc pas eu, pour beaucoup d'entre vous, la possibilité de reconnaître quel était le régime du maréchal Mobutu. Monsieur le directeur ici présent fait partie certainement des jeunes qui ont pu souffrir de ce régime et il y a beaucoup de victimes de ce régime ici. Mais il y a eu également dans ce même régime des patriotes congolais qui voulaient effectivement que le pays soit autre chose que ce qu'il a été. Donc les États-Unis ont soutenu le maréchal Mobutu pendant 32 ans parce que le maréchal Mobutu défendait leurs intérêts. Et en 1996, les États-Unis ont décidé, pas 1996, en 1993, c'est-à-dire un an avant les événements du Rwanda, les États-Unis ont décidé de chasser le maréchal Mobutu de la tête du Zaïre. Et alors que c'est eux qui l'avaient soutenu après l'assassinat de Lumumba dans les années 60.
Et en 1993, lorsqu'il décide de le chasser, il se trouve que parmi les émissaires qui vont venir à Kinshasa, j'ai une amie qui figure dans la délégation américaine, qui s'appelle Madame Cynthia McKinney, qui était une membre du Congrès américain et qui était l'envoyée spéciale du président Clinton. Et pour le président Clinton, il fallait changer d'allié. Le président Mobutu n'était plus leur allié et il voulait donc faire de Kagame leur nouvel allié dans la sous-région. C'est ainsi que la pression va commencer très fortement sur le maréchal Mobutu. Au mois d'avril 1994, un avion transportant deux présidents, le président du Rwanda et le président du Burundi, sera abattu à sa descente à l'aéroport de Kigali le 6 avril 1994 vers 20h30. Le président Mobutu devait faire partie de cet avion, mais les services de renseignement congolais, zaïrois à l'époque, lui avaient dit de ne pas effectuer ce voyage qui était très dangereux. Évidemment, c'est comme ça que le président Mobutu a été épargné. Mais lorsque l'avion du président Habyarimana est abattu, ceux qui prennent le pouvoir tout de suite derrière, c'est M. Paul Kagame, qui est vice-président de la République et ministre de la Défense. À l'époque, c'est un Hutu qui est président de la République, mais tout le monde sait que ce Hutu n'a quasiment aucun pouvoir, que celui qui détient le vrai pouvoir, c'est M. Paul Kagame. Et c'est à ce moment-là que les Américains décident d'envoyer des militaires au Rwanda, et l'attaché militaire américain qui était ici même à Kinshasa quitte son poste ici à l'ambassade pour se retrouver à Kigali pour former les militaires rwandais, dont les militaires de l'armée patriotique rwandaise dirigée par Paul Kagame, pour préparer l'invasion et l'attaque de votre pays. En 1996, certains d'entre vous, ou vos parents ont dû vous le dire aussi, vous allez entendre qu'il y a une révolte des Banyamulenge qui réclament des droits sur le territoire congolais. Vous savez que le Congo a environ près de 400-450 ethnies, mais il y a les Pygmées qui sont dans les forêts ici. Les Pygmées sont reconnus comme étant des gens très défavorisés, parfois discriminés, mais vous n'avez jamais entendu que les Pygmées ont pris des armes contre les institutions de la République. Pour la première fois de l'histoire de ce pays, je dirais la première fois, peut-être la deuxième fois, parce que dans les années 60, il y avait déjà eu ça, mais je fais court pour que vous compreniez l'essentiel. Vous avez un groupe qui commence à revendiquer les droits, mais quelque temps après, ce n'est plus la revendication des droits, c'est la déstabilisation du régime. Et c'est ainsi donc que les Américains décident donc, ceux qui sont venus au Rwanda pour former les militaires rwandais, c'est-à-dire la nouvelle rébellion de Kagame, vont accueillir là-bas sur leur territoire les Banyamulenge, et c'est ça qui va permettre à Laurent Désiré Kabila de rentrer à Kinshasa, renverser le président Mobutu en 1997, ce que les Congolais vont appeler la première guerre du Congo. Évidemment, pour beaucoup de Congolais, Laurent Désiré Kabila était un peu à l'origine de ça, parce que lui, étant Congolais, est venu effectivement avec des étrangers, parce que ceux qui ont renversé le président Mobutu, ce n'étaient pas simplement les Banyamulenge, il y avait les troupes de Kagame, il y avait les troupes ougandaises, et il y avait une partie de l'armée angolaise qui avait participé à cette opération. Eh bien, le président, M. Laurent Désiré Kabila, constatant effectivement que certains Rwandais donc, qui sont autour de Paul Kagame veulent prendre le pouvoir à la tête du Congo, il décide donc, quand il arrive à Kisangani, de se proclamer président. Donc vous avez certainement lu, beaucoup d'entre vous ont dû lire que Laurent Désiré Kabila s'était auto-proclamé président. Eh bien, il n'avait pas le choix parce qu'il avait compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il devient donc président de la République. Et qui devient le chef d'état-major de l'armée congolaise? Un petit Rwandais qui s'appelle James Kabarebe. Il va instaurer dans ce pays un système
dans lequel ils vont introduire beaucoup de Rwandais, et pas nécessairement des Hutus, mais beaucoup de petits Rwandais, dans des postes stratégiques, des postes clés du pouvoir, ainsi que dans l'armée. Et cette façon de procéder va amener beaucoup de Congolais à Kinshasa à se révolter. Parce qu'au moment où ils arrivent à Kinshasa, en 97, il faut le dire, ils vont piller les maisons des Congolais. Ils vont piller des banques et ils vont emporter avec eux au Rwanda beaucoup de biens appartenant aux Congolais, des voitures de luxe, etc. Cela m'a été aussi raconté par des gens qui ont participé à ces opérations. Parce que j'ai aussi des amis du côté des Tutsis au Rwanda. Il ne faut pas que les gens pensent que quand je dis ça, c'est parce que je suis anti, rien du tout. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement la vérité. Donc, Laurent Désiré Kabila constate que cette façon de traiter les Congolais est inacceptable. Et c'est ainsi qu'il demande à ces gens de quitter le territoire congolais, même s'ils sont venus avec lui, leur désaccord est tout de suite consommé et il décide de les chasser du territoire congolais. En 1998, c'est-à-dire l'année suivante, le même James Kabarebe qui disait ou affirmait qu'il était congolais, eh bien, il quitte le poste de chef d'état-major, il retourne chez lui au Rwanda et ils viennent attaquer maintenant officiellement le Congo. Ce sera ce que beaucoup d'historiens vont appeler la deuxième guerre du Congo. Mais en réalité, ce n'est pas exactement cela le vrai schéma. Le vrai schéma, il ne commence pas en 97, il ne commence pas en 98. Le vrai schéma commence en 94. Lorsque le génocide des Tutsis au Rwanda commence, après l'attaque contre l'avion de deux présidents, comme je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe donc? Je vous ai dit également que les Américains sont venus renforcer l'armée de Paul Kagame, nouvellement arrivé au pouvoir. Et donc, ces gens ont commencé à préparer la guerre contre le Congo à ce moment-là. Parce que, au mois de juillet 1994, le président Clinton signe un décret d'une opération, ce qu'il appelle l'action humanitaire. Donc beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler de l'opération turquoise, qui était une résolution des Nations Unies, une décision des Nations Unies qui avait vocation à intervenir au Congo pour, je dirais, empêcher que les réfugiés rwandais viennent envahir le Congo. Mais la pression militaire que Paul Kagame va exercer sur les Rwandais va faire que beaucoup de Rwandais vont entrer sur votre territoire national. Eh bien, tout le monde va laisser cette histoire se passer comme ça. Mais en fait, l'arrivée massive de flux de réfugiés, parce que les réfugiés qui se sont retrouvés sur le territoire congolais étaient presque, bon, les chiffres officiels disent 3 millions. Mais quand vous regardez la réalité, le Rwanda a été vidé de la presque totalité de ses populations, sous la pression militaire de l'armée de Kagame. Et leur objectif, en faisant venir massivement des réfugiés au Congo, c'était de profiter de cette situation pour venir après attaquer le Congo. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Leur alibi serait de dire que, en fait, les génocidaires sont rentrés sur le territoire congolais et donc il faut aller chasser ces génocidaires qui menacent la sécurité du Rwanda. Le problème, c'est que je vous invite à aller regarder les images de cette période-là. Vous allez voir qu'il y avait des bébés, 3 mois, 6 mois. Il y avait des femmes enceintes, il y avait des vieillards, il y avait des grands-mères, il y avait des mamans fatiguées, etc. Donc ils ont appelé tous ces gens des génocidaires. Et donc c'était pour eux le meilleur moyen de rentrer sur le territoire congolais pour attaquer. Et ils ont donc commencé à bombarder les camps de réfugiés sur le territoire congolais. Et pendant qu'ils bombardent les camps de réfugiés et le territoire congolais, évidemment, la communauté internationale, les États-Unis, l'Union européenne, les Nations Unies, personne ne les condamne. Le message, le maître mot qui est dans la bouche de tout le monde, c'est que les Congolais
abrite des génocidaires, ce qui est totalement faux. Pourquoi? Parce qu'en 1959, lorsque les Tutsis qui détenaient le pouvoir pendant des siècles au Rwanda ont été renversés, le pouvoir Tutsi a été renversé, ils ont fui, les Hutus ont pris le pouvoir et une grande partie des Tutsis avaient fui, ils sont revenus au Congo et les Congolais les ont très bien accueillis. En 1994, quand ils ont encore déclenché leur génocide là-bas, les Hutus sont venus au Congo et les Tutsis aussi, et les Congolais les ont encore bien accueillis. Mais en 1997, quand ils viennent attaquer le Congo, et ils commencent à bombarder les camps de réfugiés, et qu'ils commencent à massacrer les Congolais, eh bien personne ne leur dit que mais vous ne devez pas faire ça, parce que les Congolais vous ont accueillis. À chaque fois que vous avez eu des problèmes chez vous, ils vous ont accueillis, ils vous ont ouvert la porte. Qu'est-ce qui peut expliquer que vous veniez aujourd'hui agresser les Congolais comme vous êtes en train de le faire? Eh bien, personne ne leur fera ce reproche. Ils vont donc assassiner Laurent Désiré Kabila en 2001. Ils vont donc profiter de cette possibilité. Joseph Kabila sera installé au pouvoir. Et pendant les 18 ans que Joseph Kabila sera installé au pouvoir, les Rwandais vont faire dans ce pays ce qu'ils veulent. Exemple, vous allez avoir M. Laurent Nkunda qui sera nommé général de l'armée congolaise. Et M. Laurent Nkunda, pourquoi il est nommé général de l'armée congolaise? Moi, je découvre dans les archives des Nations Unies, la MONUSCO, un rapport de 10 pages qui dit qu'en fait, vous avez tous entendu ici que M. Laurent Nkunda était Tutsi congolais, il était Banyamulenge, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez entendu cela? Oui. Mais répondez très fort si vous avez entendu. Est-ce que vous avez entendu cela? Bon. Alors, je découvre donc un document de 10 pages de la MONUSCO qui dit que non, M. Laurent Nkunda était sergent dans l'armée rwandaise et il est nommé général dans l'armée congolaise. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors, moi je me pose donc la question de savoir comment on peut nommer un Rwandais général dans l'armée congolaise, quelqu'un qui dit qu'il a été professeur. Nous sommes quand même ici dans une institution où il y a des professeurs et on sait que pour devenir professeur au Congo, il y a un certain nombre de diplômes qu'il faut avoir et il y a un certain nombre de compétences qu'il faut avoir. Eh bien, on n'a jamais vu les diplômes de professeur de M. Laurent Nkunda, on n'a jamais vu ses diplômes d'études supérieures, mais on apprend tout simplement qu'il est devenu général de l'armée. Ce n'est pas tout. Je découvre maintenant dans les archives de l'Union européenne que donc un des rapports du représentant de l'Union européenne, M. Ado Ayelo, qui était le représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs et au Congo en particulier. Il rédige un rapport confidentiel qui dit que, eh bien, on a permis à ce que M. Laurent Nkunda et les autres rentrent dans l'armée congolaise en pensant qu'ils allaient arrêter la guerre, et que compte tenu du fait qu'ils continuent la guerre et qu'ils massacrent les populations à l'Est, il demande au président Joseph Kabila de lui retirer, de le déchoir, c'est le terme le plus précis, de le déchoir de son grade de général. Et il commande qu'on puisse poursuivre M. Laurent Nkunda pour les crimes contre l'humanité et les viols massifs contre les populations du Congo qui ont été commises. Eh bien, une enquête sera initiée, M. Laurent Nkunda, un mandat d'arrêt international sera lancé contre lui, et M. Laurent Nkunda quitte le territoire congolais, il va se réfugier et il vit tranquillement aujourd'hui au Rwanda. Vous avez beaucoup de gens qui se sont comportés de cette façon-là. L'une des personnes sur laquelle je voudrais quand même attirer votre attention, sur la même période, qui ont toujours eu des comportements un peu ambigus ou ambivalents ou douteux sur la sécurité des Congolais, c'est le vice-président, M. Azarias Robert-Roy. Vous le connaissez? Oui. Bon, vous savez que tout le monde sait qu'il est Congolais, n'est-ce pas? Pourquoi vous hésitez quand vous répondez? Tout le monde sait qu'il est Congolais, n'est-ce pas? Bon. Je découvre donc, en enquêtant sur M. Azarias Robert-Roy, je découvre que M. Azarias Robert-Roy est né à 3 endroits différents. Bon. Alors, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Il dit qu'il est né
à Minembwe. Son certificat d'aptitude dit qu'il est né à Itombwe. Et un autre document dit qu'il est né à un autre endroit. Ben, est-ce que dans cette salle ici, il y a quelqu'un qui est né le même jour à 3 endroits différents? Donc, voilà donc un monsieur. Écoutez bien ce qui arrive derrière. Lorsque il est, après les accords de Sun City, désigné vice-président de la République, et que Laurent Nkunda et le général Bouteflika massacrent des enfants, des femmes et violent massivement à l'est du Congo, il est vice-président de la République. À aucun moment il ne fait arrêter aucune de ces personnes qui mènent ces opérations à l'est du Congo. Monsieur Laurent Nkunda dit qu'il est Banyamulenge et donc il défend la cause des Banyamulenge. Monsieur Azarias Roberrois lui-même, vous avez aussi entendu qu'il défendait la cause des Banyamulenge. Mais est-ce que les Congolais doivent mourir massivement parce que les Banyamulenge revendiquent des droits? Est-ce qu'il est normal qu'un vice-président de la République qui est supposé incarner, je dirais, les valeurs de la patrie congolaise, qui est supposé défendre tous les Congolais, lorsque Laurent Nkunda et Bouteflika commettent des atrocités, des crimes et des massacres, est-ce qu'il est normal que le vice-président de la République soit payé par le contribuable congolais et ne défende pas les populations congolaises qui sont massacrées et violentées par M. Bouteflika et M. Laurent Nkunda? Alors, j'ai considéré qu'il y avait une injustice, un manque de loyauté, une attitude discutable, et j'ai pensé peut-être qu'il était important que les jeunes Congolais comprennent qu'il y a des Congolais qui considèrent qu'ils ont peut-être plus de droits que d'autres, et qu'il y a des Congolais qui considèrent que le matin, ils peuvent être Congolais, et le soir, ils s'allient avec les ennemis du Congo pour attaquer le Congo. Et pour cette raison-là, j'ai voulu attirer votre attention pour que vous compreniez que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est Eza Likamboya, Eza Likamboya, Ingeta. Je vous remercie.